Août 1943, Québec. La salle de conférence est étouffante. Les doigts du président Franklin D. Roosevelt effleurent une carte étalée sur la table, révélant l'une des bases les plus fortifiées du Japon dans le Pacifique, Rabaul. Les 100 000 soldats qui y sont stationnés se sont enterrés dans des bunkers creusés à flanc de montagne, leur position renforcée par de l'artillerie, des mitrailleuses et ce qui se fait de mieux en matière de technologie défensive japonaise. Tous les conseillers militaires savent ce qui va suivre, un assaut, un combat sanglant à mort sur les plages de Nouvelle-Bretagne, avec des dizaines de milliers de victimes américaines. Les chiffres sont implacables. Plus de 30 000 Américains pourraient perdre la vie en tentant de prendre Rabaul, et personne ici n'est prêt à cautionner un tel sacrifice sans avoir envisagé toutes les alternatives possibles. Au bout de la table, le général Douglas MacArthur, un homme qui a révolutionné la guerre dans le Pacifique, glisse une autre carte vers l'avant. Son doigt trace un chemin qui ne traverse pas Rabaul, mais qui le contourne. Son plan défie toute doctrine militaire traditionnelle. Il propose d'isoler la forteresse, non par la force, mais par la stratégie. Couper ses lignes d'approvisionnement et l'affamer. Un silence s'abat sur la salle. L'amiral King, un officier aguerri, remue sur son siège, visiblement mal à l'aise. Il se penche en avant et conteste l'idée de MacArthur. « Général, vous voulez que nous laissions intacte la forteresse la plus puissante du Pacifique ? Rabaul est une forteresse conçue pour résister à tout ce que nous pouvons lui infliger. Comment comptez-vous vaincre une telle base sans l'attaquer directement ?» MacArthur ne bronche pas. Sa voix, calme mais ferme, résonne dans la pièce. « Nous n'allons pas la laisser intacte. Nous allons transformer leur plus grand atout en leur plus grande faiblesse. » Les mots tombent avec une finalité tranquille. La stratégie de MacArthur va changer le cours de la guerre du Pacifique sans un seul débarquement, sans un seul assaut frontal. Roosevelt écoute attentivement. La salle attend sa décision. Soutiendra-t-il la pensée révolutionnaire de MacArthur ou optera-t-il pour la voie plus sanglante et plus traditionnelle de l'attaque directe? La stratégie de MacArthur va tout changer. Fini les assauts amphibies coûteux, fini les pertes massives. L'objectif, neutraliser l'ennemi sans jamais prendre d'assaut ses positions. La voix de MacArthur brise le silence, offrant une explication plus approfondie de son plan. Il expose l'opération Cartwheel, une stratégie fondée non pas sur une victoire immédiate, mais sur une pression soutenue par l'isolement stratégique. L'objectif n'était pas de prendre Rabaul par la force, mais de le rendre insignifiant en coupant ses routes d'approvisionnement et ses renforts. Le plan était audacieux. S'emparer des îles entourant Rabaul, établir des aérodromes et resserrer l'étau. Roosevelt écoute attentivement, son esprit calculant les conséquences à long terme d'une telle approche. La logique de MacArthur est convaincante. Capturer des îles clés comme Bougainville et les îles de l'Amirauté, puis étrangler lentement Rabaul par un blocus. Cela affamerait la forteresse, empêcherait les renforts et laisserait les 100 000 soldats à l'intérieur sans nourriture, sans munitions, sans carburant. La forteresse conçue pour résister à un assaut s'effondrerait sous le poids de son isolement. L'amiral Halsey est sceptique. « Général, vous nous demandez de jouer avec la vie de milliers de soldats américains. On nous a appris pendant des années que pour vaincre l'ennemi, il faut détruire son bastion. Si nous laissons Rabaul intact, nous risquons qu'il devienne un foyer de résistance qui pourrait durer des mois, voire des années. » Mais MacArthur reste inflexible, détaillant la vulnérabilité du système d'approvisionnement japonais. Rabaul consomme plus de 3600 tonnes de ravitaillement par jour. Nourriture, munitions, carburant, tout arrive par mer et par air. En capturant les îles clés autour de Rabaul, les forces américaines contrôleraient les eaux et les cieux, coupant chaque ligne d'approvisionnement possible. Le plan de MacArthur ne consiste pas à détruire Rabaul. Il s'agit de l'affamer jusqu'à la mort. Imaginez, poursuit MacArthur, le prix psychologique que cela imposera à l'ennemi. Ils sauront qu'ils sont piégés. Ils sauront que leur empereur ne peut pas les sauver. La garnison sera contrainte de se rendre sous le poids de la famine, de la maladie et du désespoir. Et nous ne perdrons pas un seul soldat dans le processus. La salle se tait alors que le poids de la proposition de MacArthur s'installe. C'est un coup de maître. Une stratégie qui pourrait éviter les pertes dévastatrices associées aux sièges traditionnels ou aux assauts frontaux. Au lieu de submerger Rabaul par la force, la stratégie le ferait s'effondrer sous son propre poids,
prouvant au monde entier que la guerre moderne ne repose plus sur la force brute, mais sur la capacité à épuiser l'ennemi en coupant sa capacité à combattre. L'impact psychologique de ces stratégies se répercuterait sur chaque garnison qu'il reste au Japon dans le Pacifique. La stratégie de MacArthur se déploie avec l'opération Cartwheel, qui prend forme. Le plan débute en juin 1943 avec des débarquements simultanés dans les îles Salomon et en Nouvelle-Guinée. En novembre, Bougainville sera capturé, plaçant les bombardiers américains à portée de Rabaul. La brillance de l'opération réside dans son approche progressive. Au lieu d'un assaut massif sur les défenses fortifiées de Rabaul, MacArthur va neutraliser la forteresse en coupant son approvisionnement vital. Chaque île capturée devient un tremplin. Des aérodromes sont construits, des routes d'approvisionnement établies, et les convois japonais sont harcelés par des attaques aériennes incessantes. Alors que le général Marshall exprime ses inquiétudes quant à la nature à long terme du plan, la confiance de MacArthur ne faiblit jamais. Il ne s'agit pas seulement de neutraliser Rabaul, il s'agit d'envoyer un message à toutes les autres garnisons japonaises du Pacifique. Vos lignes d'approvisionnement peuvent être coupées à volonté. La tension monte dans la salle, alors que MacArthur détaille les aspects pratiques de son plan. L'isolement de Rabaul prendra 90 jours, mais la véritable force de la stratégie ne réside pas dans une conquête rapide, mais dans une pression soutenue. Chaque île gagnée resserrera le nœud coulant. Les bombardiers de Guadalcanal commenceront des raids quotidiens sur les aérodromes de Rabaul, rendant progressivement la forteresse sans défense. L'amiral Halsey doute de la capacité à maintenir ce blocus sans résistance écrasante. Et si les Japonais ripostent avec davantage de ressources, on ne peut pas simplement les affamer. Ne vont-ils pas renforcer Rabaul? La réponse de MacArthur est brutale. Nous contrôlons la mer et l'air, amiral. Les Japonais ne peuvent pas bouger sans qu'on le sache. L'ampleur de la décision de MacArthur devient plus claire. La victoire ne reposerait plus sur des assauts amphibies ou des invasions sanglantes. Ce serait plutôt un test sans précédent de guerre logistique. Une bataille pour voir si une forteresse pouvait être mise à genoux sans jamais tirer un coup de feu. La colère de la machine industrielle américaine deviendrait la force motrice de ce nouveau type de conflit, où l'attrition, et non le choc et la sidération, gagnerait la guerre. L'aspect psychologique de la stratégie s'impose également à Roosevelt, tandis que MacArthur parle. En isolant Rabaul, les Japonais seront démoralisés, et leur morale s'effondrera sous la pression de l'isolement. Cet élément de guerre psychologique est une pièce essentielle de la pensée de MacArthur. S'ils croient que leur position est intenable, ils se rendront. Roosevelt examine attentivement les détails de l'opération, sachant que si le plan de MacArthur fonctionne, il révolutionnera la façon dont les guerres sont menées et raccourcira peut-être le conflit de plusieurs années. Le concept d'isoler des bastions sans confrontation directe est révolutionnaire. Mais la question demeure, cela fonctionnera-t-il aussi parfaitement que prévu? Cette stratégie d'attrition lente se révélera-t-elle aussi efficace que la théorie le suggère? Le temps le dira, mais la décision de Roosevelt était désormais inévitable. Les rouages de l'opération Cartwheel avaient émis en marche, et l'avenir de la guerre du Pacifique ne se déroulerait pas dans des assauts épiques sur les plages, mais dans l'étranglement lent et méthodique des bastions les plus vitaux du Japon. Alors que l'opération Cartwheel s'accélère, l'isolement de Rabaul devient un étau qui se resserre toujours davantage. En décembre 1943, les premiers raids de bombardement significatifs commencent sur Rabaul, à partir des aérodromes de Bougainville. Les bombardiers américains, décollant de bases nouvellement établies, ciblent le port et les aérodromes de Rabaul. L'intensité des raids reflète la stratégie plus large. Bombarder les routes d'approvisionnement et vous affamer l'ennemi de sa force vitale sans engager de combat direct. Ces raids, bien que dévastateurs, ne sont qu'une partie du tableau d'ensemble. Le coup de maître de MacArthur est le bombardement continu des infrastructures de l'île. Chaque frappe perturbe les opérations japonaises, coupant les expéditions de ravitaillement et brisant leur volonté de combattre. Les navires transportant des ressources vitales, comme le carburant, la nourriture et les munitions, sont interceptés par les avions américains, causant des revers logistiques massifs pour la garnison japonaise. Rabaul, autrefois considéré comme un bastion invincible, fait maintenant face à des bombardements et des blocus incessants. Les routes d'approvisionnement japonaises, auparavant grouillantes d'activité, sont lentement démantelées par les forces américaines. Des attaques sous-marines ciblent les navires marchands tentant de contourner le blocus.
tandis que les raids aériens paralysent des installations portuaires. Le siège prend forme. Pour la garnison japonaise à Rabaul, la vie devient une lutte quotidienne pour la survie. L'optimisme initial des commandants japonais commence à s'éroder alors que la réalité de l'isolement s'installe. La reconnaissance aérienne montre la dégradation progressive des forces japonaises. Les pénuries de carburant se font sentir quelques semaines après la mise en œuvre du blocus. Les avions sont cloués au sol, et ceux qui volent encore sont de plus en plus vulnérables aux intercepteurs américains. Les navires de ravitaillement qui parviennent à traverser le blocus sont trop peu nombreux et trop espacés. Les rations se raréfient, et en janvier 1944, les troupes japonaises font face à une malnutrition sévère. Les approvisionnements en médicaments, en nourriture et même en équipement de base s'amenuisent. La forteresse, autrefois puissante, commence à montrer des fissures dans son armure. En réponse, les commandants japonais, dirigés par le général Imamura, réalisent qu'ils sont confrontés à quelque chose qu'ils n'ont jamais anticipé. Une attrition lente et méthodique qui finira par les briser, même sans invasion américaine. Rabaul, avec ses fortifications massives, devient une prison, et les soldats à l'intérieur de ses murs sont affamés. La pression psychologique commence à monter. Le moral parmi les troupes commence à chuter. Les désertions augmentent et de nombreux soldats, poussés au désespoir, se tournent vers des jardins de fortune et de la glandage pour survivre. Le blocus américain et le bombardement continu ne sont pas seulement des tactiques militaires, c'est une guerre d'usure visant à briser l'esprit de la garnison japonaise. La forteresse, qui était censée être impénétrable, devient un symbole d'inévitabilité pour les forces japonaises piégées à l'intérieur. La défaite n'est plus seulement une préoccupation tactique, c'est devenu une question de temps. En mars 1944, l'isolement de Rabaul est presque complet et les forces japonaises qui y sont piégées sont au bord de l'effondrement. La stratégie de MacArthur consistant à couper la forteresse du monde extérieur s'est révélée dévastatrice. La combinaison de raids de bombardement, de blocus sous-marins et de la capture systématique des îles environnantes a paralysé la capacité de Rabaul à fonctionner comme un atout stratégique pour le Japon. Alors que les forces américaines sécurisent des aérodromes à Bougainville, en Nouvelle-Bretagne et en Nouvelle-Guinée, la garnison japonaise à Rabaul devient de plus en plus marginalisée. La réalité quotidienne de la pénurie commence à faire des ravages. L'infrastructure militaire autrefois dynamique de l'île n'est que l'ombre d'elle-même. Les avions de remplacement ne parviennent pas à arriver et les navires japonais sont continuellement interceptés avant de pouvoir décharger leur cargaison critique. Les défenses fortifiées qui autrefois semblaient impénétrables deviennent de plus en plus inutiles. Le système de défense aérien japonais à Rabaul est le premier à s'effondrer. Les pilotes de remplacement sont rares et la plupart des équipages expérimentés ont été tués ou réaffectés sur d'autres fronts. La flotte d'Imamura a été coupée du ravitaillement, ne lui laissant que moins de 100 avions opérationnels, contre plus de 300 quelques mois plus tôt. Les bombardiers B-24 Liberator et B-17 Flying Fortress bombardent Rabaul avec une fréquence croissante, ciblant tout des quais d'expédition aux pistes d'atterrissage, diminuant encore la capacité des forces japonaises à opposer une résistance significative. L'artillerie côtière de Rabaul, autrefois capable de couler des navires à kilomètres de loin, devient de plus en plus inefficace en raison du manque de munitions et du personnel surmené. Les récifs coralliens et la domination aérienne américaine continue rendent impossible pour les navires japonais d'approcher le port sans risquer l'anéantissement. Les chaînes d'approvisionnement sont coupées et les troupes japonaises en intérieur sont laissées à se débrouiller avec ce qu'elles ont de peu. Des maladies tropicales, comme le paludisme, la dysenterie et le beriberi, commencent à se propager de manière incontrôlable, diminuant encore la capacité de combat des défenseurs de Rabaul. Le déclin moral des soldats à l'intérieur de Rabaul devient de plus en plus évident. Les soldats qui étaient autrefois prêts au combat luttent maintenant juste pour survivre. Avec des approvisionnements alimentaires diminuants et des soins médicaux pratiquement inexistants,
les rations deviennent sévèrement réduites, de nombreux soldats vivant de riz rassis ou de légumes récoltés. Le pire de cet isolement est le prix psychologique. Les soldats n'ont aucune idée de quand ou si ils seront relevés. Et les bombardements quotidiens ont créé un environnement de peur constante. Les navires de ravitaillement qui parviennent à se faufiler sont de plus en plus attaqués par les bombardiers et les sous-marins américains. Le commandement militaire japonais à Tokyo commence à réaliser que la forteresse de Raobol n'est plus une base viable pour d'autres opérations dans le Pacifique. Ce qui avait autrefois été le bastion stratégiquement le plus important du Japon est maintenant un poids mort, drainant des ressources qui pourraient être mieux utilisées ailleurs. Le général Imamura, autrefois fier défenseur de la forteresse, est confronté à la dure réalité de sa situation. Ses forces sont affamées, malades et démoralisées. La force de la garnison continue de diminuer alors que les désertions augmentent et que la discipline commence à se détériorer. Pourtant, malgré ces obstacles écrasants, Imamura garde l'espoir que des renforts viendront, même si la situation devient de plus en plus désastreuse. Pour les soldats de Raobol, chaque jour passé sous le siège est un rappel de leur impuissance face à la force croissante des forces aériennes et navales américaines. Alors que la stratégie d'isolement de MacArthur continue de resserrer son emprise sur Raobol, l'effondrement psychologique et physique de ses défenseurs signale la futilité ultime de résister face à la puissance logistique américaine combinée et à la patience stratégique. Ce qui avait autrefois été la forteresse la plus forte du Japon étouffe maintenant sous le poids de son isolement. Et la fin est inévitable. En mars 1944, le siège de Raobol était entré dans sa phase finale. La forteresse, autrefois imposante, avait été systématiquement isolée par la stratégie de contournement de MacArthur. La garnison japonaise, qui autrefois comptait plus de 100 000 soldats, était maintenant réduite à une fraction de sa force d'origine, beaucoup souffrant de malnutrition sévère, de maladies et de fatigue psychologique. Malgré cela, ils s'accrochaient encore à l'espoir de renforts éventuels. Mais les lignes d'approvisionnement avaient été complètement coupées et aucune aide n'arrivait. Dans les mois qui ont suivi, les défenses japonaises autour de Raobol, comme les aérodromes et l'artillerie côtière, ont été soumises à des raids de bombardement incessants de la part des bombardiers américains. Chaque frappe, que ce soit des B-24 Liberator ou des B-29 Super Fortress, dégradait encore leur capacité à fonctionner. Le bombardement continu a fait des ravages sur leur infrastructure déjà fragile, avec des installations portuaires vitales détruites. Le prix psychologique sur les soldats japonais était énorme, car ils ne pouvaient faire que peu de choses sinon attendre le prochain raid aérien, impuissants à riposter ou à arrêter la destruction d'en haut. Les pénuries d'approvisionnement sont devenues désastreuses. Le riz était rationné à peine quelques poignées par jour, et les médicaments étaient épuisés, laissant les soldats vulnérables à des maladies comme le paludisme, la dysenterie et le typhus. Malgré les décès croissants dus à la famine et à la maladie, la discipline au sein des rangs japonais est restée relativement intacte. Les soldats continuaient à se battre, non pas par espoir de victoire, mais par loyauté envers leur empereur et par un sens du devoir qui transcendait les circonstances désastreuses dans lesquelles ils se trouvaient. Même alors que les forces américaines continuaient de se rapprocher autour de Raoul, la résolution défensive japonaise restait forte. Le général Imamura, le commandant des forces japonaises à Raoul, a continué à renforcer la conviction que la reddition n'était pas une option malgré les signes croissants d'une défaite inévitable. Ses instructions à ses troupes étaient claires: tenir aussi longtemps que possible et maintenir l'honneur des forces impériales, même si la situation devenait de plus en plus désespérée. En mars 1944, les défenses de Raoul ont commencé à s'effondrer sous le poids de la stratégie de contournement de MacArthur. La forteresse, autrefois symbole de la puissance japonaise, est maintenant un fardeau coupé de renforts et de ravitaillements. La supériorité aérienne détenue par les Américains rend impossible pour les convois japonais de ravitailler la forteresse, et les raids de bombardement incessants ont laissé les aérodromes de Raoul en ruine. La garnison japonaise, autrefois puissante, comptant plus de 100 000 soldats au début du siège, est maintenant réduite à moins de 30 000 hommes capables de combattre. Les soldats piégés à Raoul, faisant face à la famine, à la maladie et à la tension psychologique, se sont transformés de combattants d'élite en survivants. Avec leurs lignes d'approvisionnement coupées, ils luttent pour s'adapter. Des jardins potagers sont plantés dans des cratères de bombes, et des matériaux récupérés d'avions détruits sont utilisés pour des outils de base. Le moral est au plus bas. Les soldats autrefois dévoués à la défense de leur empereur remettent maintenant en question le but de leur combat.
En mars 1944, la supériorité aérienne et le blocus plein ont fait leur effet. L'impact psychologique du bombardement constant et de l'isolement est clair, les soldats deviennent plus désespérés à mesure que leur efficacité au combat diminue. Imamura, maintenant pleinement conscient du sort de la forteresse, continue d'envoyer des messages désespérés à Tokyo. Mais le haut commandement japonais reste ignorant de l'ampleur totale de l'isolement. Alors que Raoul s'étouffe de l'intérieur, Imamura et ses hommes sont forcés de faire face à la dure réalité. Leur plus grande défense est maintenant leur plus grande vulnérabilité. Ce siège isolant a montré que la guerre moderne ne consiste pas à détruire des bastions, mais à pratiquer une attrition stratégique, étouffer l'ennemi de l'intérieur. La forteresse, autrefois impénétrable, est devenue une prison, condamnée par la brillante stratégie de MacArthur de contrôle aérien et maritime. Le siège de Rabaul prouve que dans l'ère de la guerre moderne, ce n'est pas la position la plus forte qui prévaut, mais celle capable de couper la force vitale de son adversaire. En juin 1945, le sort de Rabaul est scellé. La brillance stratégique de la stratégie de contournement de MacArthur a isolé la forteresse pendant 22 mois, et ses défenses autrefois formidables ont été réduites à une coquille de ce qu'elles étaient. Le moral japonais s'est effondré, et la forteresse, autrefois conçue pour résister à toute attaque, s'est transformée en un gouffre massif de ressources pour le Japon. Sans ravitaillement frais et avec des renforts minimes, la garnison de Rabaul vit avec des rations de famine, comptant sur tout ce qu'ils peuvent récupérer. L'environnement envoisinant, qui aidait autrefois la défense japonaise, est devenu un ennemi en soi, car le terrain inhospitalier, aggravé par la maladie et la tension psychologique, fait des ravages sur les corps et l'esprit des soldats. Le 6 août 1945, après 22 mois d'isolement, le général Imamura est contraint d'envoyer une demande de reddition par des canons neutres. Le message en dit long sur l'échec complet de la position militaire du Japon. Imamura admet que les munitions ne dureront que 3 jours de plus, que les fournitures médicales sont presque épuisées et que les rations alimentaires ne peuvent soutenir les soldats restants que pendant 2 semaines de plus. Malgré les raids de bombardement sans fin et une dégradation lente et douloureuse de leur capacité de combat, les soldats de Rabaul, liés par honneur, résistent jusqu'à la toute fin, ne montrant aucun signe de reddition jusqu'à ce que l'ordre de leur empereur soit entendu. Les soldats de Rabaul ne sont pas morts dans une bataille glorieuse. Au lieu de cela, ils ont succombé à la malnutrition, à la maladie et à l'épuisement. Ce ne sont pas les blessures de combat d'une mort héroïque, ce sont les tueries brutales et silencieuses d'une guerre d'usure. Le sentiment d'être oublié à la fois par le Japon et par le monde extérieur a lourdement pesé sur leur santé mentale. Sans perspective de secours et sans échappatoire, les soldats montrent des signes de traumatisme psychologique similaires au stress post-traumatique moderne. Pourtant, malgré la souffrance, leur discipline tient bon. Leur loyauté envers l'empereur reste intacte, même alors qu'il meurt de faim. Le siège de Rabaul a eu des conséquences profondes pour la guerre et l'armée japonaise. L'utilisation successive de la puissance aérienne et de la logistique pour isoler un bastion majeur sans assaut direct a révolutionné la stratégie militaire. La stratégie de MacArthur a prouvé que l'attrition par le blocus pouvait être aussi dévastatrice que le conflit direct, et elle a remodelé la doctrine militaire américaine pour les années à venir. Le siège de Rabaul a démontré qu'une force militaire moderne pouvait neutraliser un ennemi redoutable sans sacrifier des milliers de vies. Après la guerre, les vétérans japonais qui avaient survécu au siège ont rappelé l'impact de la stratégie de MacArthur. Ils ont réalisé la gravité de la puissance industrielle américaine et de la supériorité logistique et comment elle avait transformé leur plus grand bastion en un fardeau stratégique. Même l'empereur Hirohito en est venu à reconnaître que la pénurie de ressources du Japon et l'incapacité à s'adapter à la guerre moderne ont conduit directement à leur chute. L'héritage de Rabaul a perduré dans la théorie militaire et la planification stratégique jusqu'à la guerre froide. Les tactiques de blocus pionnières dans le Pacifique ont été appliquées à de futurs conflits, démontrant que la guerre moderne avait évolué au-delà des tactiques de siège traditionnelles. La capacité d'affamer un ennemi tout en maintenant un minimum de pertes est devenue un élément essentiel de la doctrine militaire américaine, influençant les conflits militaires futurs. En fin de compte, la reddition de Rabaul n'était pas une victoire traditionnelle. C'était le résultat de la patience, de la précision et de l'isolement stratégique.
un témoignage de la nature évolutive de la guerre à l'ère moderne.